Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de vous accueillir aujourd'hui à Valloire, à l'hôtel-restaurant Les Mélèzes, dans le cadre d'une rencontre littéraire, la toute première causerie littéraire organisée dans notre village, autour de deux ouvrages. Deux prestigieux auteurs que je vais incessamment sous peu vous présenter vont nous parler de leurs livres, nous faire partager leur point de vue sur les thèmes de l'aventure, des conflits, de l'écriture, souffle de la vie. Je commencerai notre causerie par cette merveilleuse citation de Joseph Kessel, grand romancier français. Les grands voyages ont ceci de merveilleux, que leur enchantement commence avant le départ même. On ouvre l'atlas, on rêve sur les cartes, on répète les noms magnifiques des villes inconnues. Monsieur Garde, vous êtes notre premier invité ce soir. Vous allez nous parler de votre dernier ouvrage, À perte de vue, La mer gelée, aux éditions Paulson. François, vous êtes né en France, au Canet, haut savoyard d'adoption, fondateur du Salon du Livre de Montagne de Passy. Vous occupez actuellement le poste de vice-président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir suivi une carrière de haut fonctionnaire au sein de l'administration française, en tant que secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, à l'île de la Réunion, membre du cabinet du ministre de l'Outre-mer, puis directeur de la station de Val d'Isère. Écrivain, auteur de nombreux ouvrages, vos voyages abreuvent vos romans. Votre imagination féconde, tressée à l'histoire, nous transporte par-delà les mers en direction des pôles. Votre premier roman, Ce qu'il advint du sauvage blanc, publié aux éditions Gallimard, fut récompensé de nombreux prix littéraires, dont celui du prestigieux prix Goncourt du premier roman 2012. Lénine à Chamonix, recueil de nouvelles sur le thème de la montagne, publié aux éditions Guéret en 2020, a fait partie des 3 finalistes de Goncourt de la Nouvelle. À l'occasion du Salon mondial du tourisme en mars 2018 à Paris, le journal Le Figaro a proposé 3 récits de voyage. Marcher à Kerguelen, votre roman, paru aux éditions Gallimard, avait été sélectionné. Il retrace votre périple de 3 semaines sur l'île de Kerguelen, accessible uniquement par la mer. La mer, François, cette mer ô combien, encore de nos jours si mystérieuse, à nos yeux, ressurgit dans votre roman que vous allez nous présenter ce soir. François, vous ressuscitez un destin. Vous réhabilitez un homme, Pythéas. Qui est-il? Pythéas, c'est un marin marseillais, 300 ans avant Jésus-Christ à peu près, dont on ne sait rien, quasiment. Donc, si on est historien, on peut dire à quelle époque il a vécu, et on peut dire qu'il a fait un voyage, on ne sait pas très bien vers où, qu'il en a ramené un traité scientifique dont on n'a plus aucune trace, et on le connaît surtout par les scientifiques grecs et romains qui, 1 ou 2 siècles après sa mort, ont plutôt dit du mal de lui. Alors avec ça, un historien, il fait grosso modo une demi-page, et le romancier, lui, il voit un univers entier qui se déploie. On sait que Pythéas est parti vers le nord, qu'il a découvert une île qu'il a baptisée Thulé, et ce mot de Thulé a une grande prégnance dans notre culture, hein. Le dernier roi de Thulé, je ne vous chanterai pas la balade du roi de Thulé de Gounod dans Faust, parce que voilà, mais il y a aussi le livre de Jean Malory, Les derniers rois de Thulé, qui raconte les Inuits du Groenland au moment de l'arrivée, l'implantation d'une base militaire américaine dans les années 40. Enfin, le nom de Thulé est toujours très présent, aussi chez Agrippa d'Aubigné, par exemple. Donc, Thulé, on sait qu'il a découvert Thulé, mais on ne sait pas où c'est. Il y a plusieurs théories. Moi, je pense que c'est l'Islande. On sait également, on croit comprendre qu'il a découvert la banquise. Mais en grec ancien, il n'y a pas de mot pour désigner la mer gelée. Donc, il a raconté une substance qui n'est pas vraiment de la mer, pas vraiment, on ne peut pas marcher dessus. Ça ressemble à du poumon. C'est-à-dire des structures, un truc où il n'y a pas de structure vraiment. Et voilà, avec ces quelques éléments, comment raconter son histoire? Alors pourquoi raconter son histoire? Vous dites, je l'ai réhabilité. On réhabilite des gens qu'on connaît. Lui, on ne le connaissait même plus. Donc je l'ai plutôt sorti, ou essayé de le sortir de l'oubli. À Marseille, par exemple, Pythéas a eu une très grande influence scientifique dans l'Antiquité. C'était un des savants les plus importants, même si son œuvre a été débattue. Dans l'histoire intellectuelle de l'Europe, jamais aucun Marseillais
y compris dans la période actuelle, n'a exercé autant d'influence que Pythéas. Et cette bonne ville de Marseille, qui ignore son passé, a juste donné son nom à une toute petite rue. Bon. Donc Pythéas est oublié. Et raconter cette histoire, moi, ça me permettait de repartir par l'imaginaire vers les mers froides, vers les pôles, puisque comme on ne sait pas, on peut inventer, mais pas inventer n'importe comment. Inventer en essayant de se rappeler à la fois mon expérience des zones froides, et puis aussi les grandes histoires d'exploration, puisque en fait les problèmes sont toujours les mêmes. Trouver un financeur, partir avec un ou deux bateaux, recruter un équipage. Et que faire quand l'équipage dit « oulala, ça commence à être dangereux, on veut faire demi-tour, le chef il est cinglé, etc. » C'est un peu toujours les mêmes. Alors évidemment, les techniques maritimes évoluent, mais les fondamentaux sont les mêmes. Donc en réfléchissant sur des éléments des expéditions de Paul-Émile Victor, de Magellan, enfin, on arrive à tirer des fils comme ça et à reconstituer sa vie. Par exemple, c'était un intellectuel. Puisqu'il a écrit un traité scientifique admiré de son temps. Donc, où est-ce que les jeunes gens de culture grecque, puisque Marseille, hein, c'était faussé, c'était une ville de culture grecque, où est-ce que les jeunes gens allaient se former? Eh bien, évidemment, à Athènes. La grande capitale intellectuelle du monde grec, c'était Athènes. Donc, je raconte ces années de formation à Athènes. Vous voyez, en tirant le très peu, les tout petits fils qu'on a, on arrive, enfin, j'espère être arrivé à reconstituer son destin, parce qu'il y a plein si on réfléchit un peu, on s'aperçoit qu'il y a plein d'éléments qui sont importants pour que l'expédition soit possible. Je vous donne un autre exemple. Il fallait être en paix. Quand on est en guerre, ben on fait la guerre. Hervé en parlera tout à l'heure de la guerre. Quand on est en guerre, on ne va pas s'amuser à faire des explorations. Au moment de la Première Guerre mondiale, toutes les expéditions polaires se sont arrêtées parce qu'il n'y avait plus personne pour financer. Et puis les gars, on leur disait, ben voilà, tu vas aller dans les tranchées, tu ne vas pas aller t'amuser dans les zones polaires. Donc, j'en déduis que c'est un moment où la grande bataille qui a occupé la Méditerranée occidentale pendant 2 siècles entre Carthage et Marseille, il y a eu un moment, une cinquantaine d'années, et ça s'est attesté par l'histoire, où ils ont arrêté de se faire la guerre, et donc on peut passer les 3 de Gibraltar. Alors, ma question était justement par rapport à Thulé. Vous écrivez l'incertaine, l'inatteignable extrémité des confins du monde. Mais en fait, quelle est-elle, cette île? Et en se référant aux cartes de notre temps, où se trouve-t-elle? Alors, en employant les noms d'aujourd'hui, il y a trois candidats, si je puis dire, pour Thulé. Il y a l'Islande, puisque ce qu'on sait, c'est que c'est à 6 jours de mer de la Grande-Bretagne. Il dit c'est une île, donc ce n'est pas un archipel. Parce qu'un grec, il fait la différence entre les Baléares, qui sont un archipel, et la Corse, qui est une île. Bon. Donc ça exclut les Shetland, les Féroé, etc. 6 jours de mer depuis la Grande-Bretagne. Évidemment, si vous prenez 6 jours de mer, vous partez du nord, vous partez pas du sud, ça serait absurde. Donc 6 jours de mer, voilà, vous connaissez la vitesse des bateaux à l'époque, 3-4 nœuds, ça allait pas très vite. À l'époque, on naviguait pas la nuit et on naviguait pas hors de vue de terre. Donc il fallait être doublement iconoclaste pour tenter cette aventure-là. Donc l'Islande, ça pourrait être aussi, en termes de distance, la Norvège. Mais la Norvège, il ne l'aurait jamais décrite comme une île, puisqu'on voit des falaises qui continuent. Voilà. Ou on dit souvent que c'est le Groenland, mais si on fait le calcul, soit on arrive au Groenland de l'Est, mais là, il y a un pack de glace qui rend l'accès à la côte, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent mettre pied à terre et voir que c'est une île impossible. Il y a juste 15 jours, 3 semaines par an où un bateau moderne en acier peut passer. Et si c'est le Groenland de l'Ouest, alors là, oui, effectivement, il n'y a pas de glace en été, mais c'est beaucoup trop loin. Il lui aurait fallu... c'est pas 6 jours de mer à cette vitesse-là depuis la Grande-Bretagne. Mais en même temps, Thulé, c'est l'au-delà. Enfin, l'au-delà de l'horizon. Et c'est ça qui est formidable dans cette histoire. C'est que moi, je suis allé faire des treks en Islande, mais c'est pas très compliqué quand on sait que l'Islande existe. Partir à l'aventure en se disant, il y a peut-être une île là-bas, ou en tout cas, je veux savoir ce qu'il y a derrière l'horizon. C'est toutes les grandes découvertes. Lorsque Kerguelen part vers le sud et qui tombe sur l'île à laquelle il donnera son nom, c'est la même démarche. Mais on n'a aucune information. Sinon, on n'est pas un découvreur, on est un répétiteur. On n'a aucune information, on postule que là-bas, il y a quelque chose, on réussit à découvrir une île, et on réussit à rentrer vivant,
et à raconter, parce que si on meurt pendant l'expédition, voilà. Donc ce goût de l'homme d'aller au-delà de l'horizon, d'aller voir ce qu'il y a derrière la montagne, plus loin là-bas, c'est quelque chose de très fondamental dans l'espèce humaine, qui doit remonter à notre passé de cueilleurs-chasseurs, où on voulait aller voir plus loin. Et donc, quand on est allé plus loin de la dernière vallée, ben, on arrive à la côte, et puis on veut aller sur l'eau, et puis aller plus loin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est chevillé au corps. Et actuellement, c'est la même démarche qui fonde la recherche spatiale. On veut aller plus loin, donc on est allé sur la Lune, maintenant on commence à avoir envie d'aller sur Mars. Ce goût d'aller à la découverte, de prendre tous les risques, de faire quelque chose qui est apparemment fondamentalement inutile, ben c'est un des fondamentaux de notre espèce. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. J'ai ni le courage, ni les moyens, si je puis dire, de lancer de grandes expéditions. Et puis, les cartes sont maintenant bien renseignées. Mais le besoin, c'est plus qu'un désir, c'est un besoin d'aller voir plus loin ce qu'il y a. Ça commence quand on est tout petit, qu'on veut faire le tour du bac à sable ou aller voir de l'autre côté du quartier. Et ça continue, ça vous prend toute la vie. Vous avez publié ce petit traité, Géopolitique subjective, sur la position des pôles aux éditions Gallimard. Vous écrivez « Les pôles se sont peu à peu inventés des utilités. De l'ambre, cette pierre fine que rapportait Pythéa de ses voyages, aux richesses, telles le pétrole, le gaz, et tous ces nombreux minéraux de la table de Mendeleïev, exploités de par le monde. Qu'en est-il aujourd'hui des pôles ? On allait d'abord vers les pôles pour le voyage et pour la découverte. C'était le moteur fondamental. Ensuite, bien sûr, quand on a un patron, un financeur ou un ministre qui vous dit « Attends, tu me demandes beaucoup d'argent, qu'est-ce que j'ai en face ?» On invente, si je puis dire, on découvre après des utilités. Mais avant, c'est un pari, c'est un saut dans l'inconnu. Et effectivement, on s'aperçoit que les pôles sont utiles à notre compréhension du monde, avec une grosse différence entre le nord et le sud. Le nord, c'est de la mer gelée, comme vous le savez. Le sud, c'est un continent, c'est le continent le plus haut et le plus sec de tous. Le sud est protégé par le traité de Washington et le protocole de Madrid, donc on ne peut pas avoir d'exploitation des richesses minérales, parce que Dieu sait qu'il y a de tout, hein, du pétrole, du gaz, des diamants, enfin, on est absolument certain. Voilà, ça, on est certain que si un jour on ouvre, il y a des trésors à faire saliver toutes les compagnies minières du monde pendant 3 siècles. Au nord, il n'y a donc pas de protection internationale. Le pôle Nord lui-même, c'est de la mer gelée, mais les terres qui sont très au nord, et notamment le Groenland, sont également extrêmement riches en pétrole, en métaux rares, etc. Et là, pour le coup, les appétits s'aiguisent. On sait ce qu'il y a, enfin, on voit à peu près ce qu'il y a comme richesse dans l'Arctique russe, puisqu'il est exploité. Et on sait qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, etc. Et ben, au Groenland, c'est la même chose. C'était inexploitable parce que, et le nord du Canada, enfin l'Alaska, le nord du Canada, on voit bien toute cette zone-là est extrêmement riche. Bon, il y a des conditions d'accès et d'exploitation qui sont très, très difficiles. Mais avec le changement climatique, ça bouge. Et on voit au Groenland l'appétit des sociétés minières américaines. J'avais été très frappé par une remarque de Trump qui avait dit un jour au Danemark, je vais vous acheter le Groenland, cash, quoi, à la Trump. Bon, la première ministre du Danemark avait répondu, le Groenland n'est pas à vendre. Mais au moins, avec Trump, les choses sont dites. Mais on trouve d'autres utilités, il n'y a pas que des utilités monétaires. Je parlais du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, comment dirais-je, la source du raisonnement, c'est lorsque un glaciologue français grenoblois qui s'appelle Claude Lorius était en Antarctique, il met un glaçon dans son whisky, il s'aperçoit qu'il y a des bulles qui sortent du glaçon et il percute que ces bulles, elles ont l'âge du glacier. Et c'est ça qui a donné l'idée de commencer à forer de plus en plus profond. Et donc, on arrive à des forages de plus de 2000 mètres dans la glace, 2 km de glace, et donc on arrive et donc chaque centimètre, ou millimètre, disons, chaque millimètre, c'est une année.
Et donc, on a les bulles d'air étalonnées. Et donc, on voit des feux de forêt en Afrique, des choses comme ça. Et on voit la température, parce que les isotopes, enfin, j'y connais rien, mais enfin bref, en analysant les bulles d'air, on a la température du globe au moment où. Et donc, ça vous donne, sur 800 000 ans, la température de notre planète. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui déraillait gravement depuis une trentaine d'années. Donc, l'utilité scientifique, elle est incontestable. Il y en a bien d'autres, hein. L'astronomie, par exemple, c'est un endroit, à raison de l'absence de pollution, c'est le meilleur spot pour faire des observations astronomiques. Mais il y a encore d'autres utilités, comme la pêche, par exemple, puisque c'est des océans, tout ça, et qui sont extrêmement riches en poissons, des poissons qui ont été peu pêchés. Donc, il y a encore comment dirais-je, des réserves de biomasse et pour nourrir la planète, des quantités absolument illimitées. On n'arrive pas à pêcher, je crois que c'est 1% des quotas autorisés actuellement autour de l'Antarctique parce que tout simplement, c'est compliqué. Hervé, qui a été ministre de la Pêche, se rappelle sans doute, enfin, entre autres de la pêche, se rappelle sans doute ces dossiers-là. Il y a une biomasse autour de l'Antarctique qui est extrêmement généreuse et à peu près inexploitée. Donc, les utilités, pour reprendre le mot que j'ai paraît-il employé, les utilités sont nombreuses et il y a évidemment la difficulté d'accès liée le climat, etc. Mais ce ne sont pas des endroits inutiles, ce sont des endroits absolument stratégiques. Et à cause de cela, il y a des conflits de pouvoir. Alors au sud, c'est gelé à cause du traité de Washington. Au nord, on voit bien les appétits qui s'aiguisent, puisque, par exemple, Poutine est allé faire poser un drapeau russe sur le pôle Nord à moins 2500 mètres. Un sous-marin est allé poser un drapeau russe. C'est absurde au plan juridique, mais au plan symbolique et politique, c'est pas la peine de vous faire un dessin. Et de même que, comme la glace recule, on commence à comprendre que le passage du nord-est entre l'Asie et entre le Pacifique et l'Atlantique, en passant au-dessus du Canada, ça va s'ouvrir. Et du coup, il y a un débat juridique extrêmement violent entre le Canada et les États-Unis. Les États-Unis et la plupart des pays disent ce sont des eaux internationales, donc je fais ce que je veux, viens qui veut. Et le Canada dit ce sont des eaux intérieures. Donc des eaux intérieures, c'est moi qui décide qui passe ou ne passe pas. C'est rare que Canada et les États-Unis soient à couteau tiré, si je puis dire. C'est quand même des pays qui, grosso modo, s'entendent bien. Et si je rajoute la Russie là-dessus ou la Chine, vous voyez qu'on est sur une zone de conflictualité pas aiguë, mais où les intérêts sont considérables et où il faut... Enfin, si la France a envie de rester une grande puissance, elle ne peut pas être indifférente à ce qui se passe là-haut. Revenons à Pythia. La dernière phrase du traité que Pythia allait nous livrer s'inscrit dans la prise de conscience du devoir de transmission aux générations à venir. La description du monde est un travail qui ne restera jamais achevé. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce traité ? Alors, cette dernière phrase est de moi, bien sûr, puisqu'on n'a aucune information sur le traité de Pythias. On sait qu'il comportait des parties astronomiques qui ont été très appréciés. Il avait fait des calculs de hauteur, de longitude. Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais ça a été unanimement salué. Ça n'a jamais été remis en cause. Et puis, il y avait une partie océanographique. Par exemple, c'est le premier scientifique à s'être interrogé sur la marée. Alors, moi, j'ai grandi près d'Aix. Donc pour moi, la mer, elle bouge pas. Et la première fois que j'ai vu la mer qui s'en allait quand je suis allé en Bretagne, j'étais extrêmement déstabilisé. Et je le suis toujours. Je trouve que la marée, c'est un truc bizarre. Hein, où va l'eau qui s'en va? Enfin, c'est des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Donc, il a décrit la marée. Il avait repéré notamment le lien entre la marée et la Lune. Il a décrit le mascaret. Enfin, il a décrit toute une série de... Donc, c'est un des fondateurs de l'océanographie en tant que science. Et puis, donc, il a raconté ses voyages, puisqu'on sait qu'il a fait un grand voyage vers Thulé, et où il a décrit la banquise. Donc c'est cette partie-là qui a été beaucoup critiquée par juste après lui. Il a fait probablement un deuxième voyage parce qu'il a ramené une substance qui est probablement de l'ambre. Et donc s'il a ramené de l'ambre, c'est qu'il est allé en Baltique. Donc ça fait 2 voyages. Je pense que le même voyage la même année, c'est trop pour les techniques nautiques de l'époque. Et donc dans son traité, il raconte tout ça. Mais au-delà, le fait qu'il raconte ses voyages, ça veut dire que les voyages ne sont pas secrets. À l'époque, on ne racontait pas.
parce que c'est comme les coins à champignons, quoi. Si vous avez trouvé un roi qui vous vend de l'étain, l'étain c'est un peu le pétrole de l'époque pour faire des armes. Si vous avez trouvé un roi qui vous vend de l'étain quelque part à un prix intéressant, vous n'allez pas le crier sur les toits. Et donc, pour mettre ça un peu en scène, dans sa jeunesse, Pythéas ne cesse de demander, mais racontez-moi ce qu'il y a là-bas. Alors, on lui raconte des trucs, soit on l'envoie bouler, soit on lui dit, il y a des femmes à 3 têtes, des trucs absurdes. Et lui, il veut savoir. Et quand il a recueil de la connaissance, parce qu'il a lui-même beaucoup voyagé, il inverse le paradigme. Il dit, la connaissance géographique, c'est pas quelque chose qu'on garde pour soi, c'est pas un capital, c'est quelque chose qu'on pose sur la table et qu'on laisse et qu'on donne à tout le monde. Et ça, c'est une démarche évidemment scientifique. Et c'est une démarche qui montre que entre humains, la coopération marche souvent mieux que la concurrence bête et méchante, quoi. Mais c'était extrêmement nouveau pour l'époque et c'était extrêmement audacieux. Et donc, j'ai imaginé que Pythéas avait ce goût de la transmission, puisque je lui ai fait aussi fonder une sorte d'université qui porte pas ce nom-là, peu importe. Mais voilà, où les gens échangent, parce que Pythéas n'a pas pu aller partout, et donc où on critique, où on écoute, où on discute, et puis de la discussion, voilà, les gens qui racontent des cracks, il y a des femmes à 3 têtes, mais prouve-le, etc. Ben non, donc c'est pas vrai. Et quand plusieurs capitaines et plusieurs scientifiques disent la même chose, eh ben oui, on dit ben voilà, effectivement, tel port, il y a telle difficulté, on s'est bien mis d'accord, on a bien compris, puisque les sources sont convergentes. C'est important d'avoir un socle de connaissances partagées entre nous. Si chacun a une connaissance qui est irréductible à celle des autres, nous sommes des îles sans pont pour communiquer. Pour terminer notre échange, est-ce toujours un rêve de découvrir les îles Sandwich? Quel vent vous pousse à naviguer vers elles? Peut-être la corne d'une licorne? Alors les îles Sandwich du sud, bien sûr, celles qui sont au large au large de la péninsule antarctique. Oui, parce que je n'ai pas dépassé la Patagonie, et donc effectivement les îles Sandwich ou la Géorgie du Sud, c'est des endroits où je rêve d'aller pour compléter ma collection d'îles froides, si je puis dire. Mais ce qui est en même temps fascinant, c'est que on les verra jamais toutes. Donc il est bon qu'il y ait des îles encore sur lesquelles on peut projeter un imaginaire et qu'on n'en ait pas fait le tour complet. Merci François. Merci.